Donc, je te remercie pour l'interview aujourd'hui. Je suis contente d'être là. Je vais te présenter. Donc, tu fais partie du groupe local d'Auxerre d'Extinction Rebellion. C'est un groupe qui est considéré comme l'un des plus actifs de France parce qu'il fait de nombreuses actions et des actions qui sont quand même des actions assez fortes et reconnues. Toi, tu cumules plusieurs mandats dans ce groupe, donc ça implique que tu as beaucoup plus de responsabilités que certains autres membres du groupe. Et tu es celle qui est active depuis le plus longtemps dans ce groupe-là. Ça a démarré avec les Gilets jaunes. Euh, de ce fait, tu as eu un casier judiciaire à partir de là. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que d'un point de vue local, tu es quelqu'un qui est très honorable pour beaucoup de militants, parce que tu le dis, tu consacres ta vie à ces combats-là, et tu as décidé d'en faire ton chemin de vie. Toi, tu m'avais dit que tu avais rencontré Amnesty lors de certaines occasions. Oui, dans le contexte des Gilets jaunes, je pense qu'on est beaucoup à avoir rencontré Amnesty et tous les organismes comme ça quand on cherche à se renseigner sur nos droits, en fait, simplement, et que ça fait partie des organismes qui nous informent sur nos droits pour qu'on essaye de pas trop se faire spolier nos droits. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience avec les Gilets jaunes et ce que ça a modifié pour toi? Déjà d'acquérir le minimum de ce qu'il y a à savoir par rapport à la liberté d'expression, par rapport au droit à manifester, qui est des choses dont j'avais connaissance, mais pas finement, et qui fait que justement cette connaissance pas aussi fine qu'elle peut l'être maintenant, fait qu'on a fait beaucoup d'impairs. C'est pour ça que j'ai un casier. Moi, j'ai parlé en audition libre. De toute façon, il y a des recherches. Je discutais avec une chercheuse récemment qui disait que c'était une des typologies des auditions des Gilets jaunes, c'est qu'ils disaient la vérité en audition, parce qu'en fait, c'était des gens qui pensaient, et on pensait sincèrement que ce qu'on faisait était juste et légitime. Et du coup, il n'y avait pas de raison de ne pas assumer ça devant les forces de l'ordre. Mais parfois, c'est pas judicieux d'un point de vue judiciaire. Euh, Ça m'a aussi appris la diversité des opinions en France et d'apprendre à compiler avec des opinions qui ne sont pas les miennes. Et puis ça m'a appris tout ce qui est mécanique d'intelligence collective, parce qu'on avait des assemblées populaires. Et j'étais pas forcément quelqu'un qui croyait à l'intelligence collective. Moi, je pensais qu'une foule était aussi intelligente que le QI le moins développé. Enfin, c'est le truc qu'on dit habituellement sur les foules. Alors que non, maintenant, je suis convaincue qu'il y a une puissance dans l'intelligence collective qui fait vraiment plaisir à expérimenter. On est plus riche des idées des autres et de nos diversités. Hmm. Euh, tu m'as parlé du fait que tu étais un gilet jaune couteau suisse. Ah ouais. Oui, parce que on- les chercheuses, qui sont les personnes qui sont le plus intéressées aux gilets jaunes et qui ont parlé de nous, ont tendance à nous classer. Il y a le gilet jaune des ronds-points, le gilet jaune des manifs, à Paris, entre guillemets, souvent, et le gilet jaune des assemblées. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu tendance à faire un peu de tout. La nuit, on était en blocage sur les centrales logistiques ou des ouvertures de péage les week-ends pour pouvoir aller en manif. Les manifs à Paris, qui sont des choses qu'il faut avoir vécues parce que c'était juste extraordinaire. On faisait du 20 km dans Paris sur un samedi. Et puis, j'ai dit assemblée. Et puis, le gilet jaune des ronds-points, on est sur des occupations, mais plus forcément des blocages. À la fin, on bloquait plus les ronds-points. Et où il y avait une ambiance un peu barbecue, apéro, style cégep, mais qui était hyper important et qui est toujours hyper important à mon cœur au début. Parce qu'en fait, c'est là qu'on a fait connaissance. C'est toute l'histoire des feux de palette où on restait toute la nuit au rond-point à brûler nos palettes et à se parler et à apprendre à se connaître et finalement à découvrir l'autre et à quel point ce sentiment d'injustice qu'on portait était universel, en tout cas en France, mais je pense que oui, il y a quand même une grande universalité de sentiment d'injustice dans le monde du capitalisme, quoi. Tu m'expliquais que ça n'avait pas été visibilisé la vraie raison pour laquelle les gilets jaunes étaient présents.
Disons que les médias avaient intérêt à focus sur le micro point de détail de la taxe sur les carburants, alors que c'est vraiment un sentiment d'injustice euh, exprimé de 10 000 et une façons, mais c'était vraiment le sentiment, on est les 99% en fait. Et c'était ça qui était vraiment beau et qui, pour moi en tout cas, fait l'universalité du gilet jaune. Et ce qui fait qu'à un moment, ça avait même été un peu repris à l'étranger dans certaines autres formes de révolte, quoi. Euh, à un moment, on s'est levé pour dire que ça suffisait. On n'a pas entendu, on n'a pas été entendu, on a fait tous. Et c'est pour ça qu'il y avait un côté très universel dans cette cause-là. En tout cas, en ruralité, c'était une évidence, mais à Paris aussi, hein, finalement. Les manifs étaient quand même assez monstrueuses. Et même si les gens ne se revendiquent pas gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui ont participé à ces manifestations. C'est un truc qui a marqué l'histoire du pays, en tout cas. Tu m'avais dit qu'à Paris, il y avait eu une forte répression, qu'ils Oui. avaient remis en place la Bravem. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Bravem et si on peut parler de méthode? Alors en fait, ils n'arrivaient tellement pas à maîtriser les manifestations de Gilets jaunes que dès décembre 2019, il me semble, le premier préfet qu'on a eu en face de nous, donc il me semble que c'était Delpech, remet en place des unités motorisées de répression. Ce qui anciennement s'appelait les voltigeurs, c'est les personnes qui ont assassiné Malik Oussekine en 86. Et ils ont remis en face de nous des unités motorisées. Alors c'est plus exactement le même mode de recrutement qu'il y avait du temps des voltigeurs, mais ça reste une personne sur une moto avec derrière un gars qui est avec une matraque ou avec des outils de répression. À Sainte-Soline, j'en ai vu avec le LBD directement derrière. Le Et LBD? lanceur de balles, je ne sais plus, c'est les trucs mutilants là, qui nous tirent dans les... C'est des grosses balles en caoutchouc, c'est censé être des outils non létals. Effectivement, c'est non létal, mais c'est mutilant. Donc, l'un dans l'autre... Et du coup, c'est ces unités de motards qui lâchent sur les gilets jaunes. Ils arrivent à 30 motos. Ils sont habillés tout en noir. Ils gardent les casques même pendant l'intervention. Il y a vraiment une dimension de faire peur. Et c'est le but. Et puis je pense que, ils en usent et ils en abusent. Et ils ont évidemment, vu qu'ils sont en moto, une mobilité très nettement supérieure à ce que pouvaient avoir des unités en camion, quoi. Et du coup, on avait ce côté protéiforme du gilet jaune qui pouvait apparaître un peu n'importe où dans Paris et faire une manif. Et c'est beaucoup plus facile de nous envoyer un escadron de motos que de faire déplacer plein de bus de CRS. Et puis, il y a ce sentiment de peur des Bravem qui fait que de toute façon, c'est aussi très très efficace en termes de répression. Les gens ont peur et ça a été fait pour ça. Et après, les méthodes, moi je les ai vues, et puis pas que moi, hein, on est plusieurs à les avoir vus faire. Ils font encore des clés d'étranglement, ils sont tout de suite très violents. Sans doute liés à l'impunité qu'ils gardent leur casque, donc même s'ils sont filmés, ils s'en foutent au bout du compte. Ils sont tous très, très uniformes, on ne fait pas la différence entre une Bravem ou un autre Bravem. Et du coup, ça doit donner un sentiment d'impunité, quoi. De toute puissance. Oui, De tout à toute fait, oui, puissance, puisqu'ils ne peuvent pas être atteints, ils font partie de ce mouvement de flics qui ne portent pas le Rio, donc... Il y a un décalage entre eux qui ont le droit d'être complètement couverts et vous, les manifestants qui ne peuvent pas arriver avec des masques, des lunettes. Tout à fait. On n'a pas le droit de se protéger, mais elles, eux, ont le droit de porter des casques et d'être non identifiés, non identifiables. Et c'est de toute façon, dans les procédures pour violence policière, c'est un des problèmes qui est rencontré. C'est que souvent, la procédure s'arrête parce que l'État dit qu'il ne sait pas qui poursuivre. Vu qu'ils ne portent pas les rideaux, ils se sont cachés, ils savent où sont les caméras, donc ils se mettent dans les angles morts. Oui, il y a un problème d'impunité, clairement. Tu m'avais aussi dit donc il y avait la visière fumée, ils faisaient vrombir la moto exprès pour faire beaucoup de bruit, donc qui donnent des coups de matraque, qu'il y avait eu une interdiction
pourtant de faire des clés d'étranglement. Oui, il y a des interdictions de certains mouvements qui font encore. Il y a des vidéos en ligne qui se trouvent assez facilement où on les voit rouler sur des personnes à terre. Alors, bon, c'est des motos, c'est pas des voitures, mais on reste quand même dans des trucs extrêmement violents, quoi. Moi, je me rappelle d'une vidéo d'un manifestant à terre où il roule sur les jambes. Clairement, la personne se relève avant, après, mais enfin, c'est juste, je trouve que ça montre à quel point ces gens-là n'ont pas de limite, en fait, finalement, quoi. Et c'est effectivement le problème de la répression au niveau de la Bravem, qui fait peur et qui est pensée pour faire peur. On a eu la jet totale le 23 mai. On a essayé d'installer une assemblée populaire euh, euh, en bas de Montmartre. Donc on n'est pas sur un truc violent, quoi. Et c'est les Bravem qui sont intervenus en premier, qui ont commencé à prendre les camarades par le cou, donc en clé bas, comme ça, à les jeter par terre pour arracher une banderole. Et l'autre truc, moi j'étais dans un rôle qui fait que je pouvais, j'assistais sans pouvoir participer. J'étais juste témoin. Il y a eu une maîtresse qui revenait avec les élèves et qui a été obligée d'expliquer aux élèves que ben, c'était la police. Oui, ça pouvait sembler violent, mais c'était pas. Ben, elle s'est sentie obligée de justifier ce que ses élèves avaient vu tellement ben, les gamins étaient un peu choqués. Ouais, complètement. C'est devant une école. C'était parce qu'en fait on était à Montmartre, donc en fait il y avait des touristes et donc il y avait sans doute des sorties scolaires, quoi. Ouais. Tu m'expliquais aussi que c'était donc la Bravem, c'est une unité de police nationale et c'était les mêmes qui sont venus à Sainte-Soline sur des quads avec la même méthode. Ils nous les ont déportés à Sainte-Soline et ils les avaient mis sur des quads parce que vu qu'on était dans les champs, ils ne pouvaient pas les mettre dans les motos, avec toujours ce côté, ils arrivent vraiment beaucoup, ils arrivent en nuée, donc il y a tout de suite un sentiment très impressionnant. Comme tu dis, ils ont tendance à en rajouter, tout non identifiable, complètement casqué, fumé. En dessous, de toute façon, ils ont encore la cagoule qui remonte jusque-là, donc il n'y a aucun moyen de savoir à qui on a affaire. Et là, effectivement, ils étaient avec lanceurs de balles de défense, LBD. Ils étaient avec les lanceurs de balles de défense. Donc, il y en avait un qui conduisait et à l'arrière, il y en avait un avec les lanceurs de balles de défense en roulant, quoi. Donc, on est vraiment. Alors que normalement, ils sont quand même censés respecter tout un tas de prérogatives pour que les lanceurs de balles de défense ne soient pas dangereux. Je ne vois pas comment un gars assis à l'arrière d'un quad, à la merci du moindre chaos de la route et qui pourrait tirer, pourrait vérifier où sa balle de défense va. Et effectivement, à Sainte-Soline, ils ont pris à revers la manifestation. C'est eux qui ont attaqué, entre guillemets, les députés qui essayaient de protéger nos blessés les plus graves. Et il y a pareil, beaucoup de témoignages en ligne de la violence de ce moment-là. Le maire avait témoigné aussi par rapport à ça. Est-ce que tu veux parler des conséquences des violences policières sur la santé physique et mentale des défenseureuses et ce qu'il y en a eu sur toi? Oui. Moi j'ai, comme beaucoup de gilets jaunes, été témoin de mutilations diverses et variées, que ce soit dans le contexte des gilets jaunes ou que ce soit à Sainte-Soline, parce qu'on était dans des conditions tellement extrêmes que nos blessés, on a été il y a eu beaucoup de blessés et du coup les blessés n'étaient pas tous protégés dans des tentes, il n'y avait pas assez de place pour pouvoir isoler tout le monde. Donc je pense que la plupart des personnes qui sont allées à Sainte-Soline ont vu des blessures très graves, dont c'est évident que ça laissera des mutilations. J'en ai vu dans mes premières manifestations à Paris, ce qui fait que moi maintenant, il y a certains endroits à Paris que je considère comme des zones de guerre, où j'ai du mal à retourner, où je retourne avec un espèce de nœud au ventre. Je suppose qu'on est dans le stress post-traumatique, typiquement République, et un endroit où j'ai pas pu aller pendant au moins 3 ans, parce que pour moi c'était l'endroit où on finissait systématiquement nassé et violenté, que j'avais vu mon meilleur ami se prendre des éclats
les balles qui éclatent comme ça, là. Je me rappelle plus le nom, c'est des grenades qui éclatent et qui balancent des petits bouts de caoutchouc à peu près de cette taille-là et à une vitesse qui fait que c'est mutilant. Donc ça c'est pour le côté physique. Je fais partie des chanceuses qui n'ont jamais été blessées, mais je prends vraiment ça comme une chance. La première manif que j'ai vue à Paris, que j'ai fait à Paris, j'ai vu une main arrachée à quelques mètres de moi. C'est des images et des souvenirs dont j'ai mis beaucoup de temps à réussir à pouvoir parler. Je voulais pas, je voulais pas en parler parce que ça voulait dire invoquer le souvenir et je voulais pas invoquer ces souvenirs-là. Et sinon, il y a eu aussi Sainte-Soline, justement, où on a été exposé à plus d'une explosion par 2 minutes. C'était toutes les 1 minute quelque chose, il y avait une explosion et des vraies explosions détonnantes où on est obligé d'ouvrir la bouche pour pas avoir les tympans qui éclatent. Et ça, en fait, c'était dans le contexte contemporain des manifestations retraite où les gens de la CGT aimaient bien mettre des pétards et machin et tout ça pour côté festif, faire du bruit, enfin je sais pas, les pétards quoi. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais traumatisée par Sainte-Soline dans ce contexte-là, où en fait ils se sont remis à balancer des pétards à proximité de moi et la réaction que j'ai eue était disproportionnée et je pense que c'est parce que et c'est resté, même si au fur et à mesure ça s'estompe, les bruits d'explosion, c'était vraiment quelque chose qui me fait peur. Parce que je crois, enfin en tout cas moi, je suis repartie de Sainte-Soline avec la conviction que l'État avait essayé de nous tuer. Et on est plusieurs à être partis avec cette conviction-là. Et c'est pas agréable en fait. Quoi. Et puis surtout, on a bien conscience qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus de moyens que nous, si vraiment c'est ce qu'ils veulent faire. Oui, déjà on peut qualifier ça de torture de groupe, quoi. Enfin, oui. C'est une façon de torturer tout un groupe entier. Ah bah, ce qu'on a subi collectivement à Sainte-Soline, son apparent, quoi, soumettre pendant plus de 2 heures un groupe de personnes pacifistes qui veulent juste se tenir par la main autour d'un trou vide. Oui, parce qu'à ce moment-là, en fait, votre action, c'était de vous tenir par la main autour d'une bassine vide. C'est ça. Donc je pense qu'on était vraiment... Et même nous laisser joindre la ronde était manifestement inenvisageable dans leurs objectifs. Et ils ont tout fait pour nous empêcher de former cette ronde, quoi. Qui était quand même un mode de manifestation assez inoffensif à mon sens. Toutes les actions que tu cites, de toute façon, sont des actions non violentes. Oui, je pense que ça fait partie pour se battre pour le monde de demain, il faut déjà que notre lutte porte le monde de demain. Et donc, si on a une manière de lutter qui est violente, on va reproduire les mêmes travers. Et nous, on veut un monde meilleur. Donc, on s'y met dès maintenant, en fait. Super. Ça va. Ça va. Comment est-ce qu'on peut aider les victimes de violences policières ? Alors, il y a le travail d'information qui est quand même hyper important parce que clairement, l'État ne nous forme pas, l'État ne souhaite pas que les citoyens soient correctement formés. Donc, il y a tout ce qui est information est quand même assez essentiel. Et puis après, c'est tout ce qui est cagnotage pour aider par la suite parce que en fait, il y a toujours le moment T où a lieu la blessure et où ça paraît évident d'aider. Mais là, moi, je parle de personnes qui sont mutilées, donc de personnes qui vont porter ça toute leur vie et pour lesquelles, du coup, il faut cagnoter régulièrement. Dans le cas des Gilets jaunes, c'est assez peu connu, mais on continue de cagnoter pour l'une d'entre nous qui a le cerveau qui se nécrose et qui, de toute façon, finira par en décéder, pour essayer de lui payer une cure de repos tous les ans, un moment privilégié où elle peut prendre soin d'elle. Et dans le cadre de Sainte-Soline, aux dernières nouvelles, Serge n'a toujours pas pu avoir le crâne refermé. Donc là aussi, il y a toujours des soins à prodiguer et ça coûte des sous, surtout dans l'état du système de santé français. Que là aussi, tu parlais de violence, là aussi, c'est une violence envers le peuple que de laisser notre système de santé se dégrader comme ça. C'est très touchant.
Je sais que toi, tu agis sur plusieurs domaines par rapport à Extinction Rebellion. Quels sont tes combats? Oh bah, mes combats, c'est un monde meilleur. Mes combats, c'est d'avoir un monde meilleur. Et pour avoir ce monde meilleur, bah, je pense qu'il faut déjà un monde. Donc il y a les combats écologiques, que ce soit par rapport au réchauffement climatique, mais pas que, il y a aussi tout ce qui est perte de biodiversité qui risque sans doute de nous impacter avant que le réchauffement climatique soit problématique, en tout cas en France. Et donc du coup, enfin voilà, il faut déjà ça. Et puis après, il y a effectivement un grand attachement à tout ce qui est lutte sociale, de par l'origine de ma mobilisation avec les Gilets jaunes. Je veux un monde plus juste. Je veux qu'on taxe les riches et idéalement, j'aimerais bien même qu'il n'y ait plus de riches dans un monde idéal. Ce serait parfait. Et ça va donc aussi avec la lutte contre l'antifascisme, parce que c'est les meilleurs alliés des riches, c'est les meilleurs alliés de l'injustice. Et nous, historiquement, la France, c'est quand même le cul-de-sac de l'Europe. Donc des migrants, il y en a toujours eu en France. Ils étaient toujours arrêtés par la mer. Ça n'a pas changé. On est un pays d'accueil, on est un pays qui a toute une diversité d'origine. Et il faut conserver ça. Il faut conserver justement cette intelligence collective qu'on arrive à avoir avec cette diversité. Et donc, la lutte contre les idées racistes, xénophobes et étroites de tout ce qui est extrême droite est importante. Et puis, de toute façon, si ces gens-là venaient à arriver au pouvoir, quand on voit déjà ce que l'extrême centre arrive à faire en contournant les lois de la République pour nous bâillonner toujours plus, on ne doute pas une minute de ce qu'arriveront à faire des partis d'extrême droite. Tu me disais, l'idée, c'était, comme on était les indésirables du système, de s'unir tous ensemble parce que chaque geste compte. Oui, je suis convaincue de ça. On est les 99%. Après, Yel, les supérieurs, les dominants, les capitalistes n'ont qu'une idée, c'est nous diviser, les noirs, les blancs, les pauvres, les moins pauvres, et nous, les RSA, pour toujours nous montrer en fait du doigt un responsable, alors que le responsable, il est là-haut. Et de toute façon, moi, je suis absolument convaincue qu'on ne s'en sortira qu'avec une convergence des 99%. Déjà, avec toute la diversité de nos cerveaux, toute la diversité de nos capacités, de nos habilités. Et c'est ça qui nous rend forts, qui nous rend plus riches. Avec aussi toute la diversité des modes d'action qu'on est capable de faire en fonction de qui on est, de nos histoires de vie, de notre santé physique. Et effectivement, chaque geste compte. Coller un autocollant, mettre une affiche, aller sur des choses plus déterminées comme la lutte des bassines, faire des blocages, de l'information, aller juste au procès, soutenir les camarades. C'est vraiment, quand je dis chaque geste compte, tout est important. C'est comme ça que s'est construit la résistance et c'est un peu, je pense, l'exemple qu'on garde en ligne de mire. Et dans la résistance, tout le monde était important, même la personne qui transportait les petits tracts sur sa bicyclette. Et elle se mettait déjà en danger d'ailleurs, cette personne-là. Donc tout comptait et on est exactement dans ce type de situation. Sauf que c'est un petit peu plus globalisé, il me semble. Mais pour le coup, ouais. Et ça fait super chaud de voir ce qui se passe aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, ouais, tout. Moi, j'ai pas d'avis sur la façon de s'engager. Je pense vraiment que l'important, c'est de s'engager et chacun fait ce qu'il sait mieux faire. Il y a des potes qui savent super bien parler et qui aiment aller au contact et qui vont sur le marché et qui causent. Et c'est déjà une façon de lutter. C'est déjà important de faire ça. Comme je disais, c'est important d'aller au procès pour que les camarades ne soient pas seuls. C'est important d'être devant les commissariats quand il y a des gens qui sont en privation de liberté pour une garde à vue. Quand on ressort, voir qu'il y a du monde dehors, c'est ce qui nous fait tenir dedans, quoi. Et c'est hyper important. Il n'y a pas besoin d'être forcément le couteau entre les dents, quoi. Tout est important. On n'est tellement pas assez nombreuses. Tu connais les escape games?
Oui. Les escape rooms, donc on est enfermé dans une pièce pendant 1 heure et dont on doit en sortir. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est d'être plusieurs. Parce qu'il y en a un qui va réussir à résoudre un type d'énigme, une logique, un autre qui va résoudre une autre logique, et on n'a pas dans le groupe du tout les mêmes logiques, les mêmes façons, les mêmes capacités ou les mêmes besoins aussi. Donc ça me fait un peu penser à ce que tu dis, où chacun a son rôle à jouer. Parfois, on ne le sait pas toujours. Enfin, c'est dans l'action qu'on sait là où on peut être le plus utile, où là le groupe peut avoir besoin de nous aussi. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que même, je ne vais pas être forcément cité, mais même la lutte politique, quoi, les députés qu'on a et qui défendent nos droits pied à pied au Parlement, ça compte aussi. C'est aussi une façon de faire progresser les mentalités, parfois les lois. Donc, et ça passera. Enfin voilà, c'est tellement, à mon sens, on est dans une telle urgence que tout est bon. Et chacun peut trouver sa place et sa façon de lutter. Franchement, il y a le choix. Tout va bien. Ça, c'est une liberté je digresse un peu, mais à Extinction Rebellion, c'est très agréable de ressentir qu'on peut venir, repartir, revenir, qu'il n'y a pas d'obligation, on n'est pas forcément dans le sacrifice non plus. On fait comme on peut au moment où on peut, dans le moment et dans l'année. Parce qu'il peut y avoir des années où on ne peut pas aussi. Mais ça, c'est une valeur chez Extinction Rebellion qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la culture régénératrice. Donc c'est cette idée que justement, dans la lutte, il y a le monde de demain. Et le monde de demain, on ne veut pas qu'il soit dans l'efficacité du capitalisme. Le monde du demain, il est d'abord centré sur nous, sur nos besoins. Et si moi, maintenant, mon besoin, c'est de me recentrer sur moi et de prendre du temps pour moi, c'est pas grave. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre pour venir prendre ma place. Nul n'est irremplaçable. C'est aussi une histoire de, voilà, stop aux égos. Il y a vraiment cette idée de monde de demain, même dans nos façons de penser, en essayant de s'acculturer, de fonctionner autrement, sans cette idée performative qui est quand même très, très infusée dans le monde. Alors oui, on a ce côté urgence, mais aussi importance de prendre soin de nous. Et alors ça, c'est d'autant plus important pour moi que je l'ai vécu dans le cadre des Gilets jaunes. Il y avait des copaines qui ne faisaient pas attention à elles, qui étaient avec des comportements un peu suicidaires, ou en tout cas suicidants, et qui se sont mis en danger et qui se sont retrouvés incarcérés après. Et je pense que c'est eu un petit peu plus de rejet, le fait de se dire qu'en fait, la lutte ne va pas réparer quelque chose en nous. On ne vient pas se prouver quelque chose dans la lutte. Et on vient dans la lutte en fait si on va bien. Et c'est important parce que si on va pas bien, on peut se mettre en danger et notre mise en danger peut mettre en danger les autres. Et du coup, chaque geste compte, chaque personne compte aussi quand même. Et c'est important de se préserver, même pour niveau salubrité mentale. Après Sainte-Soline, il y a eu beaucoup de cercles et de cellules d'écoute pour qu'on arrive à encaisser collectivement la violence qu'on avait subie. Sans en ressortir traumatisé, en tout cas en ressortant le moins possible traumatisé. Et sans forcément avec l'idée de nous remettre sur le terrain, mais vraiment l'idée de il ne faut pas ressortir blessé de ça. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur à porter finalement. C'est que dans ces luttes, on a des personnes qui sont mutilées, alors que c'est juste des gens qui se battent pour le bien commun. Et ça devrait pas coûter quelque chose physiquement à celles qui sont parmi nous. Est-ce que tu veux parler de ce qui s'est passé là dernièrement, ces derniers mois, par rapport à la manifestation antiraciste ? Oui. J'habite dans le département où il y a le député qui a défrayé la chronique dans l'entre-deux tours des législatives en tenant des propos ouvertement discriminatoires, en disant que ces gens-là, en parlant des Maghrébins, n'avaient rien à faire dans les hauts lieux. Et derrière la tenue de ces propos, cette personne a été élue. C'est un vrai problème pour moi de penser que j'ai un élu qui tient ce type de propos. C'est un vrai problème pour moi de penser que cette personne a été élue en tenant ses propos. Il y a un peu des deux. Donc j'ai décidé de me faire une pancarte qui rappelle une vérité simple, qui est quand même juste écrite dans la loi, c'est la loi Guesso,
qui dit que le racisme n'est pas une opinion, en tout cas en France, c'est un délit. Et j'ai une petite pancarte où j'ai écrit ça, et il m'a semblé pertinent d'aller dans certaines cérémonies officielles où c'était topique d'arriver avec ce genre de revendications. L'anniversaire du 14 juillet, qui est quand même l'anniversaire de la Révolution, où on portait des idées nobles, ou les anniversaires de libération, la libération d'Auxerre, 11 novembre, ce genre de cérémonie où je pense que c'est important de rappeler ces idées-là, que ce soit au public ou, s'il est présent, aux députés en question. Il se trouve que le député en question s'est senti visé par cette pancarte et a donc plusieurs fois essayé de m'empêcher d'être avec ma pancarte en s'adressant aux autorités, que ce soit les forces de l'ordre ou les représentants de la préfecture. Et ça a été crescendo jusqu'au 11 novembre 2024, où en fait son attaché parlementaire, qu'un ancien avocat, donc je pense qu'il y a un peu des contacts aussi, en tout cas qui connaît les procédures, a passé son temps au téléphone à engueuler quelqu'un. Et 3 jours après, on avait moi et les personnes qui s'étaient tenues à proximité de moi, sans forcément avoir de pancarte, sans forcément intervenir dans le truc, mais juste qui étaient des copains qui étaient OK avec ce que je faisais, OK, mais qui n'y participaient pas. On s'est retrouvés convoqués pour participation à une manifestation non déclarée. Bon, il s'avère que je suis très bien formée sur mes droits quant à la liberté à manifester. Donc du coup, je sais que la participation à une manifestation non déclarée n'est pas répréhensible en France. Je suis donc allée à mon audition libre avec les arrêtés de Cour de cassation qui expliquent que ce n'est pas une infraction. Et effectivement, ça a eu tendance à arrêter la procédure. On était 5 personnes convoquées, 3 d'un coup et 2 autres en suivant. Bon, il a fait les 3 premières auditions où nous avons respecté notre droit à ne pas nous incriminer en exerçant notre droit à garder le silence et juste en produisant les arrêtés de Cour de cassation. Et derrière, les 2 autres copains qui avaient rendez-vous pour une audition libre 3 jours après, on leur a dit qu'il n'y aurait pas de poursuite et que c'était bon, on pouvait oublier. Et donc, je suis revenue le 10 mai pour la journée qui célèbre la fin de l'esclavage avec ma petite pancarte. Là aussi, ça me paraissait topique de rappeler que le racisme n'était pas une opinion mais un délit. Et il y avait de nouveau le député raciste qui a priori pris ça pour lui, qui a eu une longue discussion avec la préfète où il me montrait du doigt. Donc clairement, effectivement, ça devait être moi le problème. Avec la préfète qui est repartie comme ça en haussant les épaules. Et puis 2 jours après, on m'a de nouveau convoquée pour une audition libre, sans me dire pourquoi j'étais convoquée, à l'inverse de la première fois. Donc je n'ai pas pu venir avec les textes de loi afférents. Et là, en fait, on m'accuse d'organisation de manifestations non déclarées, moi toute seule. Alors on a beau être nombreux dans ma tête, moi toute seule, je ne suis pas une manifestation. La Cour de cassation a défini ce que c'est qu'une manifestation en 2016, et c'est un groupe de personnes. Et moi toute seule, je n'arrive pas à être un groupe de personnes. Donc je suis poursuivie indûment pour un délit qui n'est pas caractérisé et qui n'existe pas, en tout cas dans son contexte. Et donc on me convoque au mois de septembre pour un avertissement pénal probatoire pour organisation de manifestations non déclarées, moi toute seule. Donc je m'y présenterai, mais il y a un appel à rassemblement et puis il y a une petite cagnotte qui va commencer à tourner pour m'aider à payer les frais de déplacement parce que ces histoires-là c'est à Auxerre et que je n'habite pas à Auxerre. Et puis il faut aussi rémunérer mon conseil qui m'accompagnera au cas où le procureur s'entête et souhaite poursuivre sur ce motif qui n'existe pas. Voilà. Par rapport justement au droit à manifester, euh, tu es très au fait avec ça, tu es très calé sur tes droits. Qu'est-ce qui t'aide à l'être? Alors, je suis très calée sur le droit à manifester parce qu'en fait, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, on n'avait pas d'avocat-avocate comme on peut en avoir chez Extinction Rebellion.
j'ai dû me défendre seule. Parce qu'en fait, un délit, on a le droit de le défendre sans passer par un avocat-avocate. J'avais pas les moyens de me payer un avocat-avocate. Donc, du coup, je me suis défendue seule. Et j'avais 17 pages de jurisprudence sur le droit à manifester, avec différentes entrées en fonction de ce que me dirait le juge ou la procureurice, où je cherchais ce que je répondais. Donc du coup, ça a déjà été un moment où je me suis bien formée sur ce sujet et je continue à bien me former sur ce sujet en lisant tous les sites, alors je lis aussi les jurisprudences et tout ça, mais de Amnesty ou pas que, de tous les organismes qui nous informent sur notre droit à manifester et sur le fait de se tenir à jour, parce qu'en fait, en France en tout cas, ils cherchent toujours à nous le restreindre plus. Donc c'est important de se tenir au courant des poursuites qu'il y a eu, à quel moment, contre quoi, qu'est-ce qui a été utilisé comme ligne de défense. Pour pouvoir exercer ses droits tranquillement, on se sent beaucoup plus légitime et beaucoup plus sûr de soi quand on sait qu'on a raison de faire ce qu'on fait et que oui, en fait, la liberté d'expression est un droit supérieur, un droit qui donc vaut plus que certains autres droits et qu'il ne faut pas oublier ça, comme il ne faut pas oublier que la France est quand même condamnée par la Cour européenne pour ce régime déclaratoire qu'est la liberté à manifester en France, alors que le simple fait qu'on ait à déclarer nos manifestations procède déjà de l'entrave à manifester, alors que c'est un droit supérieur. Et c'est important ne serait-ce que pour celles qui vivent dans des pays où ils n'ont pas cette capacité, de nous battre pied à pied pour garder ce droit à manifester qui fait partie juste des droits de l'homme, en fait, quand même. Rien que ça. Rien que ça. Il y a d'autres entraves à ta liberté aussi, tu m'en parlais notamment par rapport au fait d'arriver sur les lieux de manif. Ah oui, dans le cadre des Gilets jaunes, parce que je suis mal coiffée, je peux souvent être empêchée d'aller rejoindre le lieu de la manifestation. Moi, c'est déjà arrivé, je ne me rappelle plus quel acte c'était, parce que j'ai fait un peu trop d'actes de Gilets jaunes, mais c'était un acte qui démarrait près de la place de la Bourse, et je sors du métro, et le CRS qui filtrait les gens qui avaient le droit ou pas de sortir du métro, me regarde et il me dit non, toi tu repars à Châtelet. Où il n'y avait rien, où il ne se passait rien, mais en fait, ma gueule, il n'en voulait pas dans la manif. Ça m'est arrivé à La Rochelle, dans le cadre de la mobilisation bassine du village de l'eau, où on a été gardé avec toute la voiture qui m'accompagnait, mais c'était clairement ma pièce d'identité à moi qui posait souci. On nous a arrêtés pendant 2 heures pour un contrôle d'identité, alors qu'un contrôle d'identité, c'est quelque chose qui dure 10 minutes, et déjà 10 minutes, c'est trop long. Ça m'est déjà arrivé de sortir de manif dans le cadre des Gilets jaunes et ils font des arrestations aux faciès et après ils font fouiller, vider les sacs et moi je suis régulièrement dans le lot des personnes à qui ils ont envie de faire vider le sac et ils y trouvent jamais rien, mais puisqu'effectivement comme tu l'as dit je suis non violente mais j'ai pas la bonne gueule, j'ai pas non plus, quand ils voient mes papiers, le bon pays de naissance, ce qui fait que ça a tendance à aussi les crisper. Et voilà, je fais partie des personnes que les flics aiment bien emmerder. C'est quoi ton pays de naissance? Je suis née à Alger. Donc du coup, moi, j'ai déjà vu des CRS avec ma carte nationale d'identité me demander mon permis de séjour. Parce qu'ils voient une née à Alger et que ça fait bugger, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Et ça va emmerder toute ma vie. Hein. Moi, j'ai un officier d'état civil, quand on a été à faire les démarches pour se marier, qui m'a regardé, qui m'a dit c'est bien, vous allez être enfin française. Mais je suis française en fait, je suis juste née à l'étranger. Tu disais que ton amie Camilla ou Camilla Camilla, ouais, qui dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes a été empêchée d'aller manifester le 1er mai 2019. Elle a été arrêtée alors qu'elle venait nous rejoindre. Et on a su après la manif, forcément, vu comment ça a dégénéré cette manif-là. Et en fait, vu qu'elle était ressortissante espagnole, ils l'ont placée en centre de rétention. Elle a fait garde à vue, centre de rétention,
où elle est restée plusieurs jours avant que les avocates arrivent à la faire libérer. Et quand on sait comment ça se passe dans les centres de rétention, qui ne sont pas censés être des lieux de détention, mais qui sont quand même des lieux où on enferme des personnes, on enferme des enfants. Et quand je parle d'enfants, je parle d'enfants même en bas âge, et où l'État doit quand même avoir des choses à cacher, puisque avant de rentrer en centre de rétention, il y a, en tout cas sur témoignage d'un ami qui y avait été, une personne à l'entrée du centre de rétention avec un clou et un marteau, qui dit aux personnes que si elles veulent rentrer dans le centre de rétention, elles doivent donner un coup de marteau avec le clou sur l'objectif de leur téléphone pour qu'il n'y ait pas de traces visuelles de ce qui se passe dans ces lieux. C'est-à-dire comme l'État doit être à l'aise avec ce qui s'y fait. Et donc penser qu'en France, des ressortissants européens peuvent se retrouver en centre de rétention pour avoir assisté à une manifestation, c'est pareil, il y a sans doute un petit travail à faire au niveau du droit à manifester, pour dire poliment. Pour les réseaux sociaux, est-ce que tu as été entravée pour ce moyen-là de communication? Non, parce que dans une autre tranche de vie, je travaillais beaucoup sur tout ce qui est parodie, caricature. Je participais à un canular à TF1 à qui on a fait croire qu'on louait des punks et qui ont avalé le truc. Donc pour pas avoir de suite judiciaire sur des histoires de diffamation et tout ça, je suis très au point justement par rapport à la diffamation, le droit à la parodie. Et je sais les limites qu'il ne faut pas dépasser en ligne, même sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai jamais été bloquée ni quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, mais c'est simplement parce que je sais utiliser mon outil, parce que ce n'est qu'un outil, et que je reste dans les règles de ce que l'outil souhaite. Voilà. Alors, j'ai participé à 2 formations d'Extinction Rebellion, une sur la désobéissance civile et l'autre sur le système d'auto-organisation. Et dans les 2 cas, j'ai constaté qu'il y avait une très bonne organisation et que la formation était de très bonne qualité. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cet aspect-là d'Extinction Rebellion? Parce que je disais, par chaque geste compte, le fait de propager nos idées de sales gauchistes fait partie du taf aussi. Que ce soit pour la désobéissance civile, que chacun, chacune puisse s'accaparer cette méthode de lutte et en même temps avoir une petite connaissance du minimum à savoir en termes de droit, c'est bien aussi. Et puis effectivement, le système d'auto-organisation, c'est cette façon de fonctionner sans chef, mais sans non plus la tyrannie de l'absence de structure, parce que c'est souvent le cas, surtout, on est tous baignés dans cette société où il y a des chefs et des gens qui savent pour nous. Donc quand on est lâché à nous-mêmes et qu'on doit s'auto-organiser, c'est pas un truc qui se fait spontanément. C'est compliqué et c'est même dur, comme la désobéissance, c'est dur parce qu'on nous apprend à respecter la loi. Donc, pour que chacun, chacune puisse s'accaparer ces méthodes, il faut les propager et déjà, ne serait-ce que montrer qu'elles existent. Et les systèmes d'auto-organisation nous permettent de fonctionner avec des élections sans candidat, ce qui est quand même juste extraordinaire quand on les habitudes qu'on en a. Ou pour le coup, euh, en fait, c'est les personnes qui se proposent ou qu'on propose pour un poste. On fait d'abord un mandat, on a besoin de quelqu'un pour ça, et on ne choisit pas le plus visible, mais la personne qui est la plus adaptée pour faire ça. Et on essaye aussi d'avoir des mandats tournants. On ne vote pas, mais on a différentes façons de prendre nos décisions au consensus, au consentement, en votant, mais avec des points et pas juste à la majorité. Parce que ne serait-ce que quand tu es une personne comme moi, et je pense qu'on est beaucoup comme ça chez XR, la dictature de la majorité, c'est un truc que j'ai un peu subi toute ma vie. Donc il y a sûrement d'autres façons de fonctionner, et dans les systèmes d'auto-organisation, on apprend d'autres façons de fonctionner en s'écoutant les uns les autres, en faisant fonctionner l'intelligence collective. C'est un petit peu plus long, mais c'est tellement plus gratifiant. Et puis surtout, c'est le monde qu'on veut pour demain.
Les formations, tu me disais qu'elles sont ouvertes à tous et toutes. Oui. Mm. Oui, on fait des formations en présentiel, comme celle que tu as participé, mais on a beaucoup de formations qu'on donne aussi en distanciel. Tous les mois, on donne différentes formations, des formations plus spécifiques à Extinction Rebellion, sur notre stratégie ou sur notre mode de fonctionnement, mais des formations qui sont aussi accessibles à chacun, chacune, et qui peuvent enrichir sans faire partie d'Extinction Rebellion. Je pense à tout ce qui est formation juridique, la DESOB, système d'auto-organisation. On fait aussi des cercles d'empathie, toujours dans cette idée de culture régénératrice, de prendre soin les uns les unes les autres. Donc on a des temps d'écoute profonde. En fait, on ne fait pas juste écouter, mais on redit ce que la personne nous a dit. Donc le fait que quelqu'un te reformule ce que tu as dit, toi, ça t'aide à plus formaliser ta pensée, être plus calme dans ce que tu as à dire. Et le fait que quelqu'un te le restitue donne vraiment un sentiment d'avoir été écouté. Et en fait, toutes ces petites choses qui constituent déjà le monde qu'on porte, on essaye effectivement de mettre ça à dispo. Et en fait, il y a des gens chez nous qui font que les méditations. On propose des méditations le dimanche matin, à peu près tous les 15 jours. Et en fait, c'est OK de faire que les méditations. C'est aussi déjà une façon de participer au truc, quoi. Et d'essayer de se changer. Et ça fait partie de la lutte. Il y a ce côté-là où chacun prend soin les uns des autres aussi au cœur d'une action. Mm. Il y a des rôles bien définis et il y a c'est pas des anges, mais Les anges gardiens des et anges des anges gardiens gardiennes, ouais. qui veillent à la bonne santé Oui. d'un des participants à l'action, d'un actif dans l'action. Et il y a aussi un lieu sûr qui est défini. Donc en fait, tout ça, ça contribue au bien-être des personnes qui agissent et qui sont dans l'action. On a vraiment une culture du soin, de ce qu'on appelle justement la culture régénératrice, où on est capable d'avoir ces actions déterminées et d'encaisser ce que ça peut amener comme ennui judiciaire autour, que parce qu'en fait on fait groupe autour de ça. Donc c'est pensé comme ça, c'est réfléchi comme ça. Comme tu me disais, il y a des anges gardiens, anges gardiennes. Ce sont des personnes merveilleuses qui ne sont pas normalement à des hauts niveaux de risque, mais qui participent activement à l'action. Euh, en donnant du chocolat, si jamais on est sur un truc de blocage, qui surveille que tu vas pas faire une hypo, propose des trucs, de la nourriture réconfortante, un peu régressive. Mais c'est des personnes qui vont avoir de l'eau, qui vont avoir de la crème solaire si on reste trop longtemps au soleil. C'est les gens qui s'occupent de gérer nos sacs, donc si jamais il y a une évacuation, on n'a pas à se dire ah, où sont mes affaires. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos affaires et c'est ok, c'est vu comme ça. Et effectivement, pendant toute l'action, quelle que soit la forme de l'action, on dit toujours en fait les personnes peuvent partir quand elles le souhaitent. Il n'y a pas, d'engagement à la vie, à la mort. Si à un moment on n'est plus à l'aise, plus aligné ou quoi que ce soit qui fait qu'on n'a plus envie de participer à l'action, normalement il y a moyen de sortir de l'action avec ces anges gardiens, anges gardiennes, et qui peuvent emmener à la bulle régée, qui est un lieu pensé pour ça, tout doux, tout cocon, tout protecteur, loin de l'action, où on peut se recentrer sur soi, se reconnecter à soi et se sentir bien et mieux. Et ça fait partie aussi du prendre soin, oui, effectivement. C'est un contraste énorme entre voilà, ce dont on parlait au début d'interview, ce que tu racontais sur les forces de l'ordre et la façon d'agir par les manifestants écologiques qui sont souvent pointés du doigt comme étant potentiellement violents. Ah bah complètement. Et je pense que ça a fait toute la différence, justement. C'est ce que je te disais, tu vois. Sortir de garde à vue avec les gens qui vous attendent dehors, ça change tout. Et c'est ça qui fait tenir dedans. On tient dedans parce que on sait que les copains nous attendent dehors avec du chocolat, avec une brosse à dents, enfin, avec ces petites attentions qui font que le monde est plus doux et qu'on se dit que c'est pour ce monde-là qu'on a envie de se battre finalement. Super. Ouais, on va s'arrêter là. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi.